tous pour ce webinaire très attendu, Achat immobilier au Québec, secret de pro pour une approche gagnante en 2024. Aujourd'hui, nous avons réuni pour vous deux experts pour vous fournir des conseils stratégiques éprouvés, essentiels à la réussite de vos démarches d'acquisition. Au programme, un décryptage des réglementations actuelles, des conseils pour affiner votre recherche de propriété, des stratégies de négociation et des méthodes pour sécuriser vos investissements immobiliers. Que vous soyez en phase d'initiation à l'achat immobilier ou un investisseur aguerri, ce webinaire est conçu pour vous apporter une lumière précieuse sur le marché. Il est l'occasion de se doter des connaissances essentielles pour entreprendre avec assurance et succès vos projets immobiliers au Québec. Permettez-moi de vous présenter nos experts, à commencer par Audrey Chemin, courtière hypothécaire, fondatrice de Primo Québec, regroupement de professionnels en prêt hypothécaire dédié aux nouveaux arrivants et aux investisseurs étrangers. Son but, rendre simple une transaction qui peut être complexe, expliquer les nuances dans un langage compréhensible et amoindrir les tensions que l'on peut parfois ressentir lors de ce processus stressant. Guillaume La Merci. Casabarina, courtier immobilier, résidentiel et commercial, agréé directeur d'agence avec une grande expérience dans l'accompagnement de nouveaux arrivants et de francophones, ça vous concerne, récemment installés. Ses compétences et son professionnalisme lui permettent de réaliser avec succès les projets de ses clients, quelles que soient leurs contraintes et leurs aspirations, leur permettant ainsi de vivre pleinement leur projet de vie. Merci à tous les deux d'être parmi nous, fidèles à ce rendez-vous très attendu, ce webinaire. Je suis ravi que nous soyons réunis ensemble. Et alors, en vrai gentleman, je devrais théoriquement céder la parole à Audrey, mais on va aller dans un ordre inverse. Guillaume va nous faire rêver avec des propriétés, l'immobilier au Québec, et ensuite, on va devoir voir avec Audrey de plus près quelles sont les conditions à réunir pour obtenir le prêt, pour que le rêve devienne une réalité. Guillaume, faites-nous rêver. Bonjour, merci pour la présentation. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfaitement. On va le mettre en mode full screen. J'avais dit que je ne prononcerais pas de mots anglais m'adressant à un maudit français. Donc, on va rembobiner le full screen et on va se mettre en plein écran. Ouais. Parce que pour l'instant, tu n'es pas en plein écran. Est-ce que ça vient de moi, le fait que ce soit pas en plein écran? Ça vient Oui, de... oui, Ouais. oui, il faut que tu Oui, repartages voilà, ça c'est le partage. différemment. Alors, comme dirait Michel Drucker, ce sont les aléas du direct, C'est ça. mais Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Oui. c'est parfait. Parfait. Bon, on va pouvoir commencer. Alors, bon, quelques mots rapides. Comme disait Francky, donc Guillaume Lacasa Barena. Moi, je suis arrivé au Québec en 2016. J'en suis donc à mon 7e hiver. Je suis courtier résidentiel, mais aussi courtier commercial. Ici, en fait, la partie commerciale peut aussi concerner des immeubles qui ont vocation résidentielle, puisqu'à partir de 5 logements, un immeuble rentre dans la catégorie commerciale. Donc moi, je suis courtier à mon compte. Je ne dépends pas d'une agence et j'ai pour principaux secteurs d'activité le Grand Montréal. Mais on va le voir par la suite, ça m'arrive aussi de sortir de cette zone assez ponctuellement pour des clients qui ont des besoins spécifiques. Guillaume, petite question sur cette slide. Toi, tu es à ton compte. Ici au Québec, puis en France aussi ou ailleurs en Europe, il y a des concepts d'agence. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre ici et l'Europe pour les agences? Oui, assez succinctement, en fait, les agences vont avoir un rôle du point de vue de la loi, puisqu'elles vont avoir un certain nombre de contraintes. Mais si on doit retenir une chose, c'est que les agences vont être plutôt des prestataires de services pour les courtiers. En fait, le courtier, quelle que soit son affiliation, que ce soit son compte, qu'il soit pour une agence, il va être un travailleur autonome. Donc, l'agence va lui fournir des services et puis le courtier va lui verser un paiement sous quelque forme que ce soit
pour ces services-là. Donc, il n'y a pas vraiment d'obligation ici à passer pour une agence parce que c'est juste des services qu'on va obtenir en termes de visibilité ou en termes d'administratif ou des choses comme ça. Donc, ça va être vraiment au choix de chacun de décider si on passe par une agence ou pas. Alors, pour faire connaissance rapidement, bon, vous voyez que même en hiver, comme en ce moment, la vie ne s'arrête pas, puisqu'en plus de travailler parfois dans des endroits assez agréables, on peut profiter de paysages vraiment, vraiment particuliers, puis vraiment sympathiques. D'ailleurs, c'est une des particularités, entre l'hiver et l'été, au même endroit, on va avoir des paysages complètement différents. Et puis, vous voyez que l'été, bah, en fait, tout ne s'arrête pas. Au contraire, il va faire même super chaud dans certains cas. Et puis, on a une proximité avec les États-Unis aussi. Vous voyez une petite photo qui a été prise en novembre dernier au Madison Square Garden. En 6 heures d'auto, on est sur New York, en plein centre de New York. Donc, c'est vraiment un emplacement qui est assez privilégié puis qui est vraiment très agréable, quelle que soit la saison. Bon, ça, c'était pour la partie rêve. On va parler un petit peu plus d'immobilier maintenant. Mais par contre, juste avant quand même, on peut se dire, ça veut dire qu'un dimanche matin vers 11 heures, on peut dire, chérie, viens, on va dîner sur Times Square. Oui, tout à fait possible. C'est fou. Euh, Là, par exemple, pour cet événement-là, on est parti à 6 heures du matin. À midi, on était à New York, à Times Square, en train de prendre le lunch, prendre le déjeuner. Et puis le soir, on pouvait être au Madison Square Garden, repartir le lendemain. Magnifique. Donc, pour ce qui est du courtage immobilier au Québec, donc, il y a un petit peu plus de 14 000 courtiers sur toute la province. Et on est encadré par une loi. La loi, ça s'appelle la loi sur le courtage immobilier. Donc, c'est pas vraiment très imaginatif comme nom, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Et on est encadré également par un organisme spécifique qui s'appelle l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier au Québec. Ça, c'est intéressant parce que ça va garantir un niveau de connaissance et de professionnalisme qui vont être constants entre tous les courtiers, puis assez important. Et ça vient aussi avec beaucoup de protection pour les clients. Donc, tout ce qui sera en vente par un courtier, vous allez le retrouver sur une seule plateforme qui s'appelle centris.ca, ce qui fait que quand vous voulez regarder un bien, euh, ce qu'il y a comme disponibilité de biens au Québec, vous pouvez aller directement sur cette plateforme-là. Il n'y a pas besoin d'aller consulter les plateformes de toutes les agences. Tout est centralisé sur celle-ci, puis en plus, c'est en général plus mis à jour. Dernière spécificité notable, c'est que toutes les parties ici, donc acheteurs ou vendeurs, peuvent se faire représenter par un courtier. Et l'accent est vraiment mis d'ailleurs sur la collaboration entre les courtiers. C'est une des pierres angulaires du courtage immobilier au Québec. Petite question slash commentaire de ma part là, à ce stade-là. Moi qui fais beaucoup de transactions, je vois passer beaucoup de clients en fait qui se posent la question de l'intérêt de passer par un courtier qui les représente en tant qu'acheteur, sachant qu'il y a déjà un courtier pour le vendeur en face. Évidemment, moi en tant que professionnel, je vais tout le temps recommander aux clients de se faire représenter par leur propre courtier immobilier acheteur parce que j'ai déjà vu pour la petite anecdote, une cliente, par exemple, qui avait fait une transaction avec seulement le courtier du vendeur. Et après que la promesse d'achat ait été acceptée, elle s'est rendue compte qu'on ne lui avait pas mentionné le fait qu'il y avait une cuve enterrée dans son jardin et que cette cuve, c'était une cuve au fioul, était en train de fuir dans le jardin, avec tout ce que ça peut impliquer de contamination. Évidemment, une fois qu'elle était engagée, elle ne pouvait pas forcément sortir de la transaction. Donc, ça, c'est un des exemples que je peux voir. Mais est-ce que tu peux commenter un peu plus sur justement la raison pour laquelle le courtier acheteur est important? Oui, alors c'est une très bonne question. C'est d'autant plus vrai pour les gens qui arrivent de France, qui n'ont pas du tout l'habitude de ce type de fonctionnement-là, qui est pourtant très répandu, parce que ce n'est pas une spécificité ni québécoise ni canadienne, ça existe aussi aux États-Unis. L'objectif, le gros avantage pour un client acheteur d'avoir un courtier qui le représente, c'est d'avoir quelqu'un qui défend spécifiquement ses intérêts à lui. Le courtier du vendeur, lui, il a un devoir de transparence et de traitement équitable, ça c'est obligation, c'est dans la loi, mais il va quand même défendre uniquement les intérêts de son client. Les intérêts de son client, en général, c'est quoi? Obtenir le meilleur prix et les meilleures conditions pour le vendeur. Donc ça va être vraiment important qu'il y ait une contrepartie qui vienne balancer ça et qui va, lui, s'occuper de défendre ce qui va être important pour l'acheteur. Et encore une fois, c'est pas qu'une problématique de prix, c'est aussi une problématique de vérification et de conditions. C'est d'autant plus dommage de ne pas le faire que dans la grande, grande majorité des cas, la quasi-totalité des cas, le courtier de l'acheteur, en fait, va être payé par le vendeur. C'est un accord qu'il a avec son propre courtier pour partager la rétribution.
Ce qui fait que si l'acheteur n'est pas représenté, finalement, il s'est privé de l'opportunité et du droit d'avoir quelqu'un qui le représente. Et en plus, ça lui aura pas coûté, s'il l'avait fait, ça lui aura pas coûté un seul dollar. Dommage de s'en priver. Oui, bah surtout que, alors on dit que c'est le vendeur qui a fait facturer, qui paye la rétribution des courtiers, mais c'est toujours l'acheteur qui achète le bien immobilier. Donc quelque part, l'argent, il vient de lui. Donc c'est quelque part lui, indirectement, qui a payé la rétribution des courtiers, parce que c'est inclus dans le prix de vente. Donc c'est dommage de payer puis de pas en profiter. Alors, ça, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et de la problématique qui nous intéresse avec le marché de l'immobilier au Québec. Donc là, on est vraiment à l'échelle de la province. Donc en bleu, vous voyez les nouvelles inscriptions et vous voyez qu'elles sont en baisse quasi constante depuis 2015. En gris, vous voyez, ça, ce sont les ventes. Et elles, on voit que les ventes, elles ont énormément augmenté, même si elles tendent à stabiliser, elles ont énormément augmenté entre 2014 et 2020-2021, disons. Et puis en orange, eh ben, c'est l'inventaire, c'est-à-dire le nombre de biens qui sont disponibles pendant une année donnée sur le marché. Et vous voyez que cet inventaire, il est en baisse depuis 2015 jusqu'à peu près 2021. Alors même si on constate une stabilisation à partir de 2021, c'est tellement bas on ne voit pas d'impact direct aujourd'hui sur le marché de cette stabilisation-là. On est toujours dans un débalancement. Donc, si on synthétise un peu ce qui s'est passé ces dernières années, pour faire très simple, on a vidé l'inventaire de biens qui étaient disponibles à la vente entre 2019 et 2022. Depuis, on est plutôt dans une situation de statu quo où tout le monde, les vendeurs potentiels compris, parce que les vendeurs potentiels sont aussi de futurs acheteurs, où tout le monde donc attend un retour des biens sur le marché pour relancer ses projets. Donc une situation assez complexe pour les acheteurs actuellement parce qu'il y a très peu de disponibilité sur le marché. Alors, le salut, malheureusement, de cette situation de pénurie de biens va pas venir des mises en chantier. On voit que c'est en baisse également ces dernières années dans le résidentiel. Euh, et malheureusement, là, j'ai pris une petite capture d'écran d'un article très récent. C'est pas des mesures comme celle-ci là qui sont mises en place. Bah, en fait, comme vous voyez, ils vont payer des gens pour venir faire des formations dans le domaine de la construction en espérant pouvoir augmenter le nombre de personnes disponibles, parce qu'il y a un déficit de main-d'œuvre dans le domaine de la construction. Ce n'est pas ces mesures-là qui vont vraiment changer les choses. Alors déjà, parce que comme vous le voyez, en fait, il n'y a pas d'obligation de travail derrière. Les gens vont venir assister à des cours en étant payés, puis après, ils n'ont pas d'obligation de travailler, quelque durée de temps que ce soit pour rentabiliser ça. Mais surtout, ce n'est pas la seule problématique. Il y a aussi des problématiques comme le coût élevé des travaux d'intérêt, le coût élevé des matériaux ou le coût élevé des terrains qui, eux, ne sont absolument pas adressés. Donc la problématique de la pénurie ne devrait pas s'améliorer dans un avenir au moins proche. Alors ça a eu plusieurs conséquences. La plus problématique de ces conséquences-là, c'est qu'à partir de 2019, on a vu vraiment une explosion des prix. Euh, ça a été vraiment quelque chose d'assez soudain et d'assez violent. Et ça a conduit en fait à une normalisation des offres multiples et des surenchères. Alors, ça, c'est un concept aussi qui va être important, puis dont on va reparler, c'est que les surenchères, c'est un phénomène qui n'existe pas du tout dans des pays comme la France. Et ici, alors je dirais pas que c'est courant, mais en tout cas, c'est tout à fait possible, et c'est devenu une norme pendant un certain moment. Après, il y a eu la période de la Covid qui est arrivée juste derrière et qui est venue redistribuer les habitudes de vie des gens, déplaçant la demande en fait du centre de Montréal vers les extérieurs de Montréal. Donc l'augmentation des prix qui était très située sur Montréal au début s'est propagée dans tout le Grand Montréal et puis maintenant on le retrouve dans toute la province. Donc là, la petite photo, c'est moi qui l'ai prise à l'époque. C'est fin 2019, une visite libre sur un quartier qui s'appelle Verdun. Donc il y avait 2 heures de prévu pour cette visite libre. Moi, j'ai fait 2 fois la file depuis la rue en bas de l'escalier, là, vous voyez. Et ben, ça continuait au début. La file continuait encore parce que j'avais 2 clients qui étaient intéressés. Et pour vous donner une idée, sur ce condo-là, sur ce bien immobilier-là, il y a eu 53 offres reçues en 24 heures. Euh, Moi, j'ai une petite question là sur la slide d'avant, un commentaire. Souvent, quand les gens ils arrivent ici d'Europe, comme tu disais, le concept de surenchère n'existe pas en Europe. Et donc, la plupart des personnes qui arrivent disent
souvent. Mais moi, je ne veux pas jouer le jeu de la surenchère, surenchère, je vais y arriver. C'est contre mes principes, c'est contre mes valeurs, etc. Et souvent, moi, ce que j'ai tendance à leur dire, c'est que le principe de la surenchère, c'est une chose, mais surtout, ce qui est important, c'est de payer le juste prix. On peut être amené à faire une surenchère, mais quand même payer le juste prix sur une propriété. Et que, selon moi, là, l'importance de se faire entourer du courtier immobilier de l'acheteur va être prépondérant. Mais est-ce que tu veux commenter un peu par rapport à ça? Oui, oui, ça va être un point important parce qu'effectivement, vouloir ou ne pas vouloir jouer le jeu de la surenchère ne changera rien en fait à la dynamique du marché. Le marché, il est ce qu'il est, on ne peut pas aller contre. Si c'est un marché qui va aller vers une augmentation des prix, on ne peut vraiment rien faire là-dessus. C'est juste que la façon dont ça se fait ici, l'augmentation des prix, est beaucoup plus dynamique qu'un pays comme la France. Un pays comme la France, la façon dont ça va se passer, c'est que si on met une maison en vente à 400 000 euros, et qu'elle se vend la semaine même. La semaine d'après, on mettra la même maison en vente à 410 000 euros ou 420 000 euros. Et puis, si elle se revend rapidement en une semaine, on augmentera les prix jusqu'à ce qu'on atteigne un plateau. Donc, c'est un petit peu plus statique. Ici, c'est dynamique. C'est maison par maison, ça peut aller beaucoup plus vite et on peut arriver sur ce plateau beaucoup plus rapidement. Mais ça ne change pas que le marché en lui-même augmente. Par contre, comme tu le précisais, effectivement, c'est très important d'avoir un accompagnement là-dedans parce que on doit se situer dans un cadre de prix qui doit rester raisonnable pour le marché dans lequel on est actuellement. On ne peut pas anticiper ce que ce sera dans un an. On ne peut pas se dire ça va continuer à augmenter de tant de pourcents. On ne peut jamais vraiment le savoir. Donc, en fonction des informations qu'on a, c'est important de bien se faire conseiller pour pouvoir avoir une marge de manœuvre qui nous permette d'être compétitif par rapport à la compétition, mais pas quelque chose de complètement déraisonnable par rapport à la valeur du bien et ce qu'il peut obtenir dans le futur. Donc ça va être vraiment un jeu d'équilibre. En général, moi j'ai beaucoup fonctionné pour mes clients parce que pendant un moment c'était que ça. Il y a eu une période de temps, ce n'était que des surenchères. Si on voulait acheter un bien, ce n'était pas autrement. La façon dont je fonctionnais par mes clients, c'est que je leur donnais des créneaux en fait avec plus ou moins de possibilités. Puis je leur disais en général, voilà, pour moi ça c'est le prix seuil. Si vous dépassez ce prix-là, sachez que vous risquez de surpayer votre bien. Ce sera votre décision. Ça c'est pas mon, ça c'est vous qui vivrez avec. Mais au moins sachez que vous risquez de surpayer votre bien à un moment donné. Et puis à date, ça a bien fonctionné. Quand je fais le bilan de ces années-là, j'ai pas de clients qui ont surpayé leur bien a priori. Un dernier mot, Guillaume, sur cette slide et sur cette photo. Quasiment 60 demandes en 24 heures, quand même le chiffre, on est passé un peu rapidement dessus, mais ça exprime ce marché de l'offre et de la demande quand même. Oui, et puis quand je dis, quand on parle de demande, c'est vraiment offre posée, Oh, c'est-à-dire qu'il y a dû y avoir 250 visites ou quelque chose comme ça ouais. en 2 heures. Donc c'est considérable. Ouais. Ça s'est un peu calmé, hein. Je veux pas paraître alarmiste là. Ça s'est calmé, mais on en discutera peut-être dans la partie financement. Il y a d'autres facteurs qui font que les choses se sont tassées, mais comme vous l'avez vu, la problématique de fond qui est la pénurie de biens disponibles sur le marché, elle persiste. Alors, si on regarde maintenant ce qu'il en est au niveau des prix, assez rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphique qui est pas très sympathique. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est deux choses. C'est que si on voit que Montréal, en fait, a eu la plus forte variation à la hausse des autres grosses villes canadiennes. C'est lui dont le prix moyen a le plus augmenté. Parce qu'il y a une augmentation de 15%. Alors, c'est des données qui datent un petit peu, on n'a pas les dernières données, mais ça reste assez vrai. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est de comparer ce prix moyen au prix moyen d'autres grandes villes que sont Vancouver et Toronto. Vancouver et Toronto, vous voyez que c'est plus de 2 fois, dans certains cas, le prix moyen de Montréal. Donc, on est quand même assez largement en dessous de la valeur moyenne des grandes villes canadiennes avec Montréal. Et c'est vrai aussi quand on regarde à l'échelle de l'Amérique du Nord. Donc, Montréal reste une ville qui est quand même assez abordable. Et c'est sûr que quand on parle d'un prix de moyen qui dépasse les 500 000 dollars, ça paraît toujours étrange de dire ça, mais quand on a un prix moyen dans d'autres grandes villes qui est au-delà du million de dollars, on reste encore assez abordable pour la zone Amérique du Nord. Pour moi, à ce stade-là, c'est intéressant, je trouve, de commenter sur toutes les personnes ou les articles qu'on voit passer dans la presse qui mentionnent cette fameuse bulle immobilière qui va exploser et où les prix vont chuter. Souvent, j'aime bien parler de ce comparable-là, de Montréal versus le reste des grandes métropoles d'Amérique du Nord, pour dire qu'on a un rattrapage quand même considérable encore à faire
avant d'atteindre les niveaux des autres. Donc, pour moi, la bulle, il n'y en a pas là, mais je ne sais pas ce que toi t'en penses. Alors ouais, tu as tout à fait raison, c'est exact. Le décalage laisse penser qu'il va y avoir un rattrapage de toute façon et que ça devrait continuer à augmenter. Moi, le terme de bulle immobilière, je suis pas un grand fan de ce terme-là dans le marché qui nous concerne. Je trouve qu'on l'utilise en général de manière assez abusive. Alors c'est beaucoup de sensationnalisme, mais c'est aussi un jeu qui est avec les articles de presse. Parce que c'est toujours plus intéressant, ça attire plus l'attention, on va dire. Mais pour moi, il n'y a pas de bulle immobilière à l'heure actuelle au Québec, au sens large, puis à Montréal non plus, tout simplement parce que, il manque une composante majeure à la formation d'une bulle tout court, qu'elle soit immobilière ou autre, c'est la partie spéculation. Et en fait, moi, je ne vois pas et j'ai pas de données qui montrent qu'il y a une spéculation à l'heure actuelle sur le marché de l'immobilier au Québec. Alors, rapidement sur les types de biens, sans trop rentrer dans les détails, voici les types de biens donc, qu'on trouve le plus fréquemment. Alors, les condos qu'on connaît en France comme des appartements, en fait. C'est un peu un terme équivalent. Ici, on va parler de condos. Il y a deux catégories, divis, indivis, chacun ayant des spécificités, bah, donc des avantages et inconvénients qui lui sont propres. Pour les maisons, bien que les modèles et les moyens de construction, les méthodes de construction soient très différentes, on va retrouver des catégories qui sont quand même assez similaires, hein, avec des maisons qui vont être soit de plein pied, soit à étage, en rangée, jumelées, ça va être un peu la même chose. Et puis pour finir, alors ça c'est quelque chose qui est un petit peu moins connu en France, qui est moins commun, ce sont les plex. Avec Donc ici, quand on... une précision de vocabulaire très importante par rapport à la terminologie française quand on parle d'un duplex en France ou chez vous. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça, c'est en plein dedans. Ici, quand on parle de plex, on parle d'un immeuble entier avec plusieurs logements. Voilà, c'est ça un plex. Donc un duplex, c'est un immeuble qui comprend deux logements, deux condos, si on veut. Donc pour illustrer ça, j'ai mis une petite photo à droite. Alors c'est un sixplex que j'ai actuellement en vente, qui est disponible sur le marché. Un petit peu de publicité, ça ne fait pas de mal. Vous voyez que sur la photo du haut, donc on a le plex en lui-même, donc ce qui est en vente actuellement, c'est-à-dire l'entièreté de l'immeuble qui comprend 6 logements. Par contre, si on parlait de condo et puis qu'on vendait un condo et pas un immeuble entier, vous voyez que le petit carré rouge là prend juste une des 6 unités et c'est ça un condo. Ok. Donc un duplex, ce sera toujours un immeuble avec 2 unités d'habitation. Triplex 3, sixplex 6 et ainsi de suite. Bon, processus d'achat, pareil, je vais aller assez vite parce qu'on va avoir l'occasion probablement de reparler dans la suite avec Audrey. Alors, financement surtout, je vais absolument pas rentrer dedans. Alors, ce qu'il faut retenir par contre, c'est qu'il n'y a pas de droit de dédit, sauf pour le neuf. Donc ici, quand vous achetez un bien qui n'est pas neuf, une fois que vous avez signé votre promesse d'achat, il va y avoir des conditions qui vont vous permettre de vous dédire, mais le fait de changer d'avis n'est pas une condition. On ne peut pas juste dire j'ai changé d'avis dans un laps de temps donné et revenir sur sa promesse. Elle est ferme une fois qu'elle est signée. Euh, donc, parmi les conditions qu'on va retrouver souvent, une des grosses différences avec d'autres pays, c'est l'inspection. L'inspection ici, c'est un processus à part entière qui va être très important pour qu'un professionnel, en fait, vienne donner son avis sur les problématiques qui sont liées au bien. Le but, c'est de déterminer s'il y a une problématique majeure, c'est-à-dire une problématique qui va faire baisser la valeur marchande du bien. Et puis, il n'y a pas de diagnostic énergétique, il y a pas de, il y a pas la grosse pile de documents qu'on est habitué à voir dans d'autres pays comme la France. Ici, on va plutôt faire des tests qui vont être spécifiques de la zone, du type de bien, voilà, comme par exemple certains types de contamination. Ça se voit beaucoup les contaminations à l'amiante dans les maisons des années 50, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on va regarder. Et là, vraiment, tout le rôle du courtier, ça va être de donner un avis et des recommandations sur ce qu'il va falloir regarder au moment où on fait la promesse d'achat. Parce que tout ça, ça se détermine au moment de la promesse d'achat et ça se vérifie après dans les conditions. Juste renforcer un point ici sur ta slide d'avant. On va y revenir aussi tout à l'heure, mais souvent on a envie de commencer tout de suite. Comme Francky l'a dit tout à l'heure, on commence d'abord avec la partie rêve, les visites, le côté glamour, on va dire, d'aller visiter tout de suite ce qu'on souhaite. Mais c'est vraiment, vraiment primordial de commencer d'abord par le financement pour être sûr de ne pas avoir des déceptions par la suite. Mais que si vous y pensez à commencer d'abord par l'étape de financement. Ben, la logique, c'est en fait finalement, Audrey, c'est de définir sa capacité d'emprunt, puisque par rapport à son apport, on va pouvoir cerner sur un plan financier
les transactions possibles et celles qui ne le sont pas, en fait. Exactement, exactement. Bon, et puis, quelques mots sur mes services. Bon, moi, je vais résumer ça. Je vais laisser la diapositive. Je vais pas rentrer dans le détail. Mais moi, mon objectif, en fait, c'est d'avoir une approche qui est très basée sur le service. Je fais vraiment du sur-mesure. Donc, c'est en fonction des contraintes et puis des spécificités que vont avoir mes clients que j'adapte les choses que je propose. Le but, en fait, c'est qu'ils puissent faire ils puissent prendre leur décision d'achat en ayant le plus de confiance possible. Un achat immobilier, c'est toujours quelque chose d'assez engageant, d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue psychologique. Là, parfois, on n'y pense pas assez. Et donc, il faut qu'ils se sentent à l'aise avec la décision qu'ils vont prendre, parce qu'elle peut avoir un impact très important pour la suite. C'est intéressant de préciser ça, Guillaume, parce que dans les deux présentations que j'ai fait en tout début de webinaire, alors te concernant, on a parlé de identifier les aspirations pour qu'ils vivent pleinement leur projet de vie. Et puis également, dans la présentation d'Audrey, on a senti qu'il y avait un accompagnement par rapport à un processus plutôt stressant. Donc, le côté humain, il est très important. Et je voulais revenir sur un tout petit point qui accorde le véritable intérêt à ce que nous fassions ce webinaire ensemble. Euh, c'est le fait que la connexion, ce lien que vous allez créer avec une personne qui cherche, vous allez souvent passer du temps pour faire visiter des lieux. On ne réalise pas, mais il y a un capital temps qui entre en ligne de compte. La connexion, elle est très importante. Donc, de faire appel à des personnes avec qui l'on parle le même langage, ça a, je suppose, une importance très forte. Et vous le ressentez, vous connaissez, vous avez des relations qui se créent avec vos clients, forcément. Oui, oui, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Bah, déjà parce qu'on est passé par des choses communes, nous ayant vécu une immigration, et puis en plus parce que dans nos métiers, on rentre dans l'intimité des gens, en fait. Même si on le veut pas forcément, on va quand même rentrer dans leur intimité. Donc c'est important d'avoir une certaine proximité avec eux, une certaine compréhension. Et effectivement, on a beaucoup de nos clients, la quasi-totalité de nos clients, on est encore en contact avec, puis on a beaucoup de nos clients qui sont devenus des amis aussi. Donc c'est un métier où l'humain est vraiment au cœur du métier, en fait. L'achat immobilier, ça peut paraître très technique et très froid, mais en fait, c'est très, très proche de l'humain. Et le fait que le chemin qu'ils empruntent, vous l'avez vous-même emprunté à un moment donné, fait que ce lien est d'autant plus fort. Oui, parce qu'on parle en fait des mêmes choses, on comprend les mêmes problématiques, on a eu les mêmes expériences pour beaucoup, donc oui, effectivement, ça joue beaucoup. Bon, allez, je conclus sur du rêve, puisqu'on a introduit du rêve en tout début, donc je conclus sur du rêve. Voici, ça c'est vraiment des photos de biens que mes clients ont achetés ces derniers mois. Donc vous voyez que ça peut être très varié. Ça peut aller des choses différentes. J'ai même des clients qui ont acheté une plage. Non, en fait, c'est une piscine, hein, c'est pas une plage, mais on dirait une plage. Magnifique. Mais donc vous voyez qu'on a des choses qui sont très variées au Québec, que ce soit en termes de maisons ou de condominiums ou même de chalets. On peut avoir des biens qui vont être très très différents, et puis ça dans toutes les gammes de prix. Voilà les coordonnées qui s'affichent. Je vous invite d'ores et déjà, si vous souhaitez entrer en contact avec Guillaume, à scanner le QR code. C'est ce qui est le plus efficace, ou de prendre une photo de toutes ces coordonnées. Bien sûr, il y aura un article dans Maudit Français avec le replay de ce webinaire. Si parfois ça va un peu trop vite sur les parties graphiques ou autres, vous aurez tout le loisir de faire pause pour bien prêter attention à ce qui vous intéresse particulièrement. Sur les réseaux sociaux également, je vous invite à suivre Guillaume qui cède le flambeau à Audrey. Alors, c'est vrai qu'on a rêvé avec les dernières images, en particulier ces différents lieux, cette piscine. On a l'impression que c'est de l'eau salée même. Ils ont mis de l'eau salée dans la piscine, ou c'est de l'eau? Euh, Qu'est-ce que c'est? non, c'est pas une piscine à l'eau salée, mais c'est une piscine au sel, mais pas à l'eau salée, mais Ah, c'est une piscine au sel, effectivement. piscine de sel. Bon, on a rêvé et il faut financer ce rêve. J'aime beaucoup ce Mm. slogan, André, parce que c'est une parfaite transition. Alors, par quoi commence-t-on pour lancer ce rêve identifié? Alors déjà, j'espère que tout le monde n'est pas parti et que les gens vont avoir un peu de patience pour passer sur cette partie-là. Je vais Oui. commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Audrey Chemin, je suis courtier hypothécaire. J'ai fondé une équipe qui s'appelle Prêt Immo Québec.
et qui est vraiment spécialisé dans le projet pour les immigrants, les expats et les investisseurs étrangers. Donc là, vous voyez à l'écran les photos des différentes personnes qui m'accompagnent et qui m'aident là-dedans. Quelques mots à mon sujet. Alors, donc, la première chose que je mentionne en général, je suis une maman de deux filles, mais aussi de deux animaux, un chien et un chat. Ça prend du temps. Ce que j'aime faire professionnellement, c'est réunir les gens. Donc, vous voyez en bas à gauche des événements que j'ai organisés avec toutes les personnes qui le souhaitent finalement, pour rassembler autour d'activités aussi simples que boire un café, manger un croissant, un bon croissant, parce que ce n'est pas forcément toujours facile à trouver. Et personnellement, moi, je suis assez fan de tout ce qui est spectacle, danse, concert, etc. Et au milieu, vous pouvez voir, tout comme Guillaume, en fait, tous les aspects que j'adore du Québec, qui sont notamment donc, la proximité avec la nature, les randonnées qu'on peut faire aussi bien en hiver qu'en été, et sans oublier les spas nordiques qui peuvent aussi être faits toute l'année et particulièrement en hiver quand il fait froid, c'est super agréable. Juste avant d'enchaîner, on a Oui, mentionné les bons croissants. J'en profite au oui, passage pour dire de suivre très attentivement sur Maudit Français l'actualité. Très prochainement, l'élection du meilleur le meilleur croissant. Donc croissant, voilà, ne ratez pas le rendez-vous. tout à fait. J'ai créé un groupe Facebook aussi qui s'appelle les francophones immigrés au Québec, questions d'immobilier. On a un peu plus de 4800 membres maintenant. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, il y a beaucoup de questions, beaucoup de capsules et d'informations qui sont partagées très régulièrement. Et puis, vous pouvez venir poser vos questions à vous si jamais vous ne trouvez pas vos réponses. Alors, pour rentrer un petit peu plus spécifiquement dans le vif du sujet sur qu'est-ce qu'un courtier hypothécaire et comment ça fonctionne, comme les courtiers immobiliers, on est réglementé par un organisme qui s'appelle l'Autorité des marchés financiers. Le but, en tout cas mon but à moi et le but de mon équipe, c'est vraiment de mettre en place une stratégie d'accompagnement. Francky le mentionnait tout à l'heure très bien, c'est hyper important de l'humain et de comprendre la personne qu'on a en face, mais aussi que la personne qu'on a en face nous comprenne. Donc, tu mentionnais tout à l'heure le même langage, c'est exactement ça, c'est qu'on va utiliser une sémantique qui va être compréhensible pour tout un chacun et être capable de mettre en place une stratégie pour la personne. Ma recommandation de stratégie hypothécaire ne sera pas du tout la même pour quelqu'un qui va vouloir acheter sa résidence principale et y mettre tout son cœur pour 15 ans, et quelqu'un qui veut mettre en place une stratégie de monter un parc immobilier, par exemple. Donc, vraiment, il faut s'adapter aux besoins de chacun. À noter aussi une grosse différence avec l'Europe, c'est que c'est 100% gratuit. Donc nous, on est payé par la banque avec laquelle vous allez faire affaire par notre intermédiaire. Donc vous n'avez pas de frais de dossier, vous n'avez pas de frais cachés. C'est vraiment complètement gratuit pour les acheteurs. On est travailleur autonome, donc on est uniquement payé à la commission, comme je viens de le mentionner, et on est vraiment le seul interlocuteur privilégié pour l'acheteur. Donc vous avez affaire seulement avec nous, toujours la même personne. Donc c'est hyper agréable de pouvoir comparer les différentes banques avec un seul interlocuteur et ne pas avoir à faire ces démarches soi-même. Donc, on n'a pas le Et réflexe spontanément de se dire, je suis client de telle banque depuis X années, je m'adresse à ma banque. Le réflexe, c'est de se dire, je m'adresse à mon courtier hypothécaire qui ne me coûte rien, comme on l'a bien compris, qui lui va pouvoir faire jouer finalement la concurrence et identifier pour moi les meilleures conditions. Ah, idéalement, oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir ce réflexe-là, tu le mentionnes bien, c'est de dire, ah bah je suis déjà dans cette banque-là, je vais lui poser la question. Mais c'est dommage parce que vous vous fermez la porte à avoir de meilleures conditions ailleurs, et c'est pas parce que vous êtes dans cette banque-là que vous allez forcément avoir les meilleures conditions non plus dans cette banque. Ça se peut Mm. que si vous me contactez, je vais introduire dans le mix de comparables la banque dans laquelle vous êtes, et on va comparer, et parfois, parfois cette banque-là est la meilleure option, mais parfois non. Donc ça peut être intéressant de comparer.
Alors, la particularité aussi en Amérique du Nord, c'est qu'on a vraiment deux types de prêts. On a ce qu'on appelle le prêt conventionnel et le prêt assuré. La grande différence entre les deux, c'est que ça dépend du montant de l'apport. Donc, ici, on parle de mise de fonds. Lorsqu'on a un apport de moins de 20%, alors à ce moment-là, on va être sur un prêt qui est assuré. Donc, on va avoir une assurance hypothécaire obligatoire qui va s'ajouter au montant qu'on emprunte et qui va être lissée sur la durée de l'emprunt. Alors que quand on met 20% ou plus, on tombe dans ce qu'on appelle le prêt conventionnel, pour lequel donc on ne paye pas d'assurance hypothécaire. L'impact que ça a pour nous en tant qu'acheteurs, c'est que quand on a un prêt qui est assuré, le taux est généralement plus bas et on peut avoir un plus grand choix de prêteurs hypothécaires quand on a un permis de travail temporaire, par exemple. Alors que quand on est sur un prêt conventionnel, on va payer un taux d'intérêt un peu plus cher, mais comme on ne paye pas la prime d'assurance, ça vient compenser la différence. Et Audrey, peut-être un point sur la sémantique. Quand on parle de prêt assuré, est-ce que ça assure aussi l'acheteur ou est-ce que l'acheteur doit prendre sa propre assurance à part de cette partie-là? Alors oui, très bonne question. L'assurance, quand je parle d'assurance hypothécaire ici, je parle vraiment de l'assurance non pas qui assure l'acheteur, mais qui assure le prêteur en arrière. Donc l'assurance hypothécaire, elle vient assurer la banque ou le créancier en cas de reprise de finances s'il ne retrouve pas les fonds qu'il a prêtés. Donc, vous payez la prime d'assurance tous les mois, mais ce n'est pas vous qui êtes assuré. Si jamais vous voulez prendre une assurance prêt, comme celle qu'on a communément en Europe, c'est une assurance qui est 100% facultative, qui s'appelle l'assurance décès-invalidité, et que vous pouvez décider de prendre ou non à vos frais en plus. Et l'assurance chômage existe également? Elle existe aussi, donc c'est ce qu'on appelle l'assurance emploi, et c'est pareil, c'est une assurance supplémentaire que vous pouvez prendre si vous le souhaitez. Mhm. Alors, toujours dans la notion de sémantique, ce qui est hyper important de retenir, c'est la notion de terme. Ici, en Amérique du Nord, l'engagement qu'on va avoir et donc le taux qui va nous être réservé ne va pas être réservé pour la totalité de la durée de l'amortissement. Elle va être réservée sur une durée beaucoup plus courte qui s'appelle le terme et qui varie généralement de 1 à 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 10 ans parfois, mais le taux est généralement moins intéressant, donc ce n'est pas forcément quelque chose vers lequel on va. Les taux d'intérêt vont varier en fonction de la durée du terme. Donc, mon taux ne va pas être le même si je prends un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans d'engagement. Ce qui est très, très important de garder en tête, c'est que si je prends un taux pour 5 ans, je suis engagée envers mon créancier pendant 5 ans. Je ne vais pas avoir la possibilité de sortir de ce prêt sans pénalité si je décide de changer d'avis en cours de route. Par exemple, si je décide de déménager, ou si je décide de rentrer en Europe et de revendre ma propriété, ou si je décide de réemprunter un montant supplémentaire, ou si je me sépare. Dans ces cas-là, je vais avoir des pénalités qui sont contractuelles, que je ne vais donc pas pouvoir faire sauter, parce que je n'aurais pas respecté mon engagement. L'autre chose, c'est que quand on arrive à l'échéance, on va avoir ce qu'on appelle à faire un renouvellement ou un transfert. Alors attention ici, quand on parle de renouvellement, ça ne veut pas dire qu'on va prolonger le taux qu'on avait. Ça veut simplement dire qu'on va renouveler les conditions de notre prêt qui sont la durée restante, le prêteur actuel et le capital restant dû, mais pas le taux. Donc le taux va être renégocié en fonction des taux qui sont en vigueur au moment de la date d'échéance. Et il n'y a aucune possibilité de faire sauter des pénalités si jamais on se trouve dans l'obligation de casser son prêt et de revendre son bien? Alors, les pénalités sont contractuelles, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une situation pour laquelle on peut faire sauter les pénalités. Il faut, dans ce cas, revendre la propriété, en acheter une autre dans un délai imparti qui dépend du prêteur, emprunter au moins le même montant que le capital restant dû, et dans ces cas-là, on va pouvoir transférer notre taux et nos conditions sur une autre propriété. Attention, c'est toujours sujet à l'approbation du prêteur. Les conditions varient d'un prêteur à l'autre et je dois garder la même durée d'amortissement, le même capital restant dû et le même taux. Donc, si j'ai signé avec un taux très élevé, je ne vais pas forcément avoir envie de transférer ce taux-là sur ma nouvelle propriété. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et Donc, si, bien sûr, j'imagine, si les revenus
ont changé à la baisse entre-temps. Le dossier ne peut ne pas être approuvé, en fait. Oui, tout à fait. Il faut se requalifier à ce moment-là. Oui. Hmm. Et d'ailleurs, combien de temps on doit s'y reprendre pour renouveler son prêt? Est-ce qu'on doit s'y prendre très longtemps à l'avance? Alors, généralement, ce que je dis, c'est que 4 mois avant la date d'échéance, je vais rappeler les personnes avec qui j'ai fait les transactions pour pouvoir comparer les conditions du marché versus les conditions de la banque dans laquelle ils sont actuellement. Si vous n'êtes pas passé par un courtier hypothécaire, ce que je vous conseille de faire, c'est pareil, 4 mois avant, contacter un courtier hypothécaire qui va être capable de faire le même exercice. Idéalement, vous auriez en main la proposition de votre banque actuelle. Comme ça, le courtier va être capable justement de vous faire une proposition qualitative. Alors, le processus de préqualification, on en parlait tout à l'heure, c'est la première étape de votre projet. C'est un calcul et une méthodologie qui est vraiment très spécifique. Je vous invite très fortement à ne pas faire cet exercice vous-même et à faire appel à un professionnel. Il existe des calculateurs en ligne et ces calculateurs ne sont pas forcément non plus la bonne façon de procéder parce que le calculateur va vous demander de faire un certain nombre d'hypothèses, notamment concernant vos revenus. Et il y a tellement de variabilité sur la façon de qualifier des revenus que 9 fois sur 10, les personnes qui font cet exercice-là se retrouvent avec un montant qui n'est pas le montant auquel ils sont effectivement préqualifiés. Donc, c'est vraiment, vraiment important de contacter quelqu'un qui soit professionnel dans le secteur et qui va pouvoir faire ce calcul-là pour vous. Vous avez besoin de ce papier pour pouvoir visiter les propriétés et déposer une offre d'achat qui sera ensuite considérée comme étant sérieuse. À noter aussi que les dettes détenues à l'étranger comptent dans vos ratios d'endettement. Donc, si vous détenez encore des propriétés à l'étranger ou des prêts personnels, on va être obligé de les considérer, mais on ne pourra pas considérer les revenus de location. Donc, réfléchissez-y bien, contactez encore une fois un professionnel pour discuter de cette situation-là, si c'est votre cas, pour qu'on voit si jamais il y a des méthodes pour pouvoir faire en sorte que le dossier fonctionne. D'accord ? L'autre chose à noter, c'est que quand on parle de préqualification, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on gèle un taux, donc le taux n'est pas nécessairement réservé. Ça veut juste dire qu'on a calculé votre capacité d'emprunt, et si vous voulez geler un taux, c'est une autre étape, et là, on parle de préautorisation, et donc là, le taux est gelé pour une durée de temps donné. Et est-ce qu'il y a une différence entre les préqualifications que toi tu vas faire pour tes clients et la préqualification qui serait faite par une banque? Alors oui, outre le fait que moi, donc, j'ai accès donc, j'ai 28 partenaires bancaires, donc je peux vraiment aller regarder chez quel prêteur on a les meilleures conditions. L'autre chose aussi, c'est que la plupart du temps, les conseillers dans les banques euh, traitent tellement ce genre de dossier-là qu'ils vont essayer d'aller au plus vite. Donc la plupart du temps, ils ne vont même pas demander les documents pour pouvoir faire les vérifications, ce qui fait que il se peut, là encore, que le montant de la préqualification qui a été émis soit erroné. Donc, de mon côté, je fais toutes les vérifications en amont pour être sûr que le moment où vous avez une promesse d'achat qui est acceptée, vous allez en effet passer au financement et que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Alors, bien entendu, les questions que vous posez, j'aurai le plaisir de poser dans quelques minutes. Une qui est d'à propos par rapport à ce qu'on vient de dire. Quelqu'un nous écrit: comment garantir la neutralité si le courtier est rémunéré par la banque choisie par le client? Le courtier pourrait avoir un intérêt avec telle ou telle banque. Que Mhm. répond-on à cela? Non, c'est une excellente question et c'est vrai que on pourrait se poser cette question. J'ai envie de dire c'est un principe d'éthique, c'est-à-dire que il y a effectivement différents partenaires avec différentes conditions. La plupart des partenaires bancaires avec qui on travaille offrent la même méthode de rémunération. Donc, on n'a pas de grosse différence d'un partenaire à l'autre. Il y en a des petites, mais elles ne sont pas très grandes. Donc, ensuite, rendu là, je pense que c'est aussi une question d'éthique, comme je disais tout à l'heure. Personnellement, je trouve que ce qui est important, c'est de faire passer les intérêts du client avant tout le reste. Et je pars aussi du principe que
même si c'est quelque chose que je souhaite faire parce que d'un point de vue éthique, c'est comme ça que je travaille, c'est aussi quelque chose qui va me revenir derrière, parce que finalement, les clients vont le sentir, ils vont être satisfaits, ils vont parler de moi, et puis Absolument. ils vont m'envoyer des Ouais. gens. Donc, Absolument, pas seulement sur le plan, absolument, le plan de l'éthique, bien sûr, mais c'est vrai que quand, par définition, quand on fait passer les intérêts de ses clients avant les siens, on travaille sur le long terme comparativement à une approche autre. Voilà, donc, mm, c'est très clair. mm. Alors, on va parler plus précisément de qui peut acheter. Qui peut acheter aujourd'hui? Presque tout le monde peut acheter. Ça dépend quoi, je dis toujours. Il va y avoir des conditions qui peuvent varier en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, on peut avoir un apport qui va être différent, un amortissement qui va être différent, une obligation de faire assurer le prêt ou pas, le type de prêteur alternatif ou traditionnel. Donc, il peut y avoir des conditions qui vont varier d'une personne à l'autre, mais globalement, la plupart du temps, aujourd'hui, presque tout le monde est en capacité d'acheter. Évidemment, vous le savez tous, il y a un moratoire qui est en place en ce moment. Donc, je reviens sur ce moratoire-là. Il y a des exemptions de personnes. Donc, à partir du moment où on a un permis de travail qui est valide 183 jours après la date de notaire, ou si on est conjoint de cette personne-là ou marié avec cette personne-là, ou quelqu'un qui est en RP ou quelqu'un qui est citoyen, alors à ce moment-là, on est exempté de cette loi et on a la possibilité d'acheter. Attention, jusqu'à 2 logements maximum. On ne peut pas acheter plus que 2 logements pendant le temps que la loi est en place. On a aussi des exemptions de situation. Donc, par exemple, si on est dans un cas de séparation ou dans un cas de décès, on peut redevenir éligible. Et il y a des zones géographiques aussi qui sont exemptées de la loi sur lesquelles tout le monde peut acheter. De la même façon aussi, les propriétés de 4 logements et plus sont exemptées de la loi. Donc, il y a encore des choses qu'on peut faire et pour les personnes qui ne se retrouvent pas dans les exemptions de personnes, on se retourne vers les exemptions de situation pour voir si on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Et est-ce que la loi, elle parle de l'usage qui va être fait du bien par l'acheteur? Alors non, c'est une bonne question parce qu'il y a souvent des confusions qui sont faites à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent que la loi ne s'applique enfin, les exemptions ne s'appliquent que pour les propriétés de résidence principale, propriétaire occupant. C'est faux, la loi ne fait pas mention de l'usage. Donc on parle de propriétés résidentielles, mais que ce soit des résidences principales, secondaires ou locatives, les trois s'appliquent. Donc on peut tout à fait acheter une résidence locative ou une résidence secondaire si on remplit les autres conditions. Ok. Et vu le nombre de cas par cas, en tout cas de cas particuliers que ça génère, est-ce que toutes les banques et tous les courtiers hypothécaires, ils sont bien en fait de ça au Québec? Alors, c'est un bon point. Il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas forcément au fait de cette loi-là ou qui ne sont pas à l'aise avec cette loi-là. Donc, tu mentionnes les banques, les courtiers hypothécaires, mais je mentionnerai aussi les courtiers immobiliers et les notaires. Donc, tous les professionnels, en fait, finalement, qui entourent la transaction ne sont pas toujours au fait de ça. Donc, c'est vraiment important de vous adresser à une personne qui s'y connaît parfaitement et c'est assez difficile à trouver. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est sûr que moi, je travaille sur cette loi depuis avant même qu'elle ait eu lieu. Donc, nous, dans notre équipe, on est vraiment rendu très au fait de cette loi-là. Donc, si jamais vous avez un doute, vous pouvez tout à fait nous contacter et puis on va pouvoir vous dire cas par cas si ce qui est faisable de faire ou pas. Alors, on va parler maintenant de l'apport minimum, évidemment pour les personnes qui sont exemptées de la loi. Donc, aujourd'hui, on peut tout à fait acheter une propriété avec 5% d'apport. Le don de la famille directe est aussi autorisé pour ce 5%-là si on ne les détient pas nous-mêmes. Vous voyez que sur les deux parties à gauche, c'est parce qu'on parle des normes des différents assureurs. Donc, selon l'assureur sur lequel on se base, on va avoir besoin de justifier d'un certain nombre de choses ou pas. Donc, techniquement, plus on a de choix d'assureurs, mieux ça va être pour l'acheteur parce que si jamais il y a un assureur qui refuse le dossier pour X ou Y raison, on peut se retourner vers un autre assureur. Donc, si vous êtes dans la situation où vous venez d'arriver et vous avez travaillé 3 mois au Canada, vous avez 5%, alors j'ai seulement un assureur qui va vous suivre.
Donc, il faudra faire attention que bien toutes les autres conditions soient alignées. Si vous mettez 20 à 35% d'apport ou plus, évidemment, si vous les avez, vous basculez dans le conventionnel. Et donc là, on n'a plus les normes de l'assureur qui rentrent en ligne de compte et on va vraiment y aller cas par cas directement avec le prêteur sans avoir à passer par les normes de l'assureur. Alors, petit exemple de qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la capacité d'emprunt, toujours pour les personnes exemptées. Là, je prends un exemple d'une personne ou d'une famille qui gagne 100 000 $ par an, brut, qui a une bonne cote de crédit pour un taux d'intérêt de 5% avec un amortissement de 25 ans, ce qui correspond à une mensualité d'environ 2 240 $ par mois. Si cette famille ou cette personne a un apport de 5%, donc il va pouvoir acheter une propriété de 390 000 $. Donc un apport d'à peu près 19 500 $. Si cette personne a 10%, alors on va pouvoir avoir un achat qui va monter à 415 000, donc un apport de 41 500. Et si la personne a 20%, alors elle va pouvoir acheter jusqu'à concurrence de 480 000 $, donc un apport de 96 000 $. Peut-être une petite question pour rebondir là-dessus, parce que c'est un peu plus concret avec les exemples. On voit quand même que 100 000 $ par an brut, c'est un revenu qui est relativement confortable, mais malgré tout, on a des capacités, des prix d'achat qui sont assez, bah, je ne vais pas dire bas, mais qui sont quand même en dessous du prix moyen, mais même pour 390 000 pour Montréal, on ne trouve pas forcément une grosse propriété. Quelle stratégie les gens mettent en place pour acheter malgré tout avec les prix élevés qu'on connaît actuellement? Mm. Alors, c'est certain que là, c'est un exemple qui fonctionne avec les taux du moment. Donc, il ne faut pas oublier que les taux du moment sont surestimés par rapport aux taux normaux. Puis, il y a une salade un peu plus loin où on va en reparler. Les taux normaux devraient revenir autour de 4% d'ici de fin 2025, début 2026. Donc là, on va avoir de nouveau des personnes qui vont pouvoir accéder à la propriété sur des prix d'achat qui vont être un peu plus élevés que ceux qu'on a mentionnés là. Mais en attendant, c'est vrai que les personnes sont obligées de faire des compromis, soit en achetant un peu plus bas que ce qu'elles auraient souhaité, avec un principe de se dire j'achète une propriété de tremplin et puis je revendrai et je rachèterai autre chose derrière, soit en se disant bah, j'achète quelque chose de plus petit maintenant dans l'optique de me racheter autre chose de plus grand derrière et de garder la première propriété en locatif. Donc, par exemple, d'acheter un condo d'abord, puis dans 2-3 ans, de s'acheter une maison. Alors, il ne faut pas oublier qu'en plus des différents montants qu'on vient de mentionner pour l'apport, il faut rajouter aussi ce qu'on appelle les frais de clôture ou les frais de démarrage. Ces frais de clôture ou frais de démarrage-là, je les estime à peu près à 2% du prix d'achat, qui vont vous permettre de payer tout ce qu'on mentionne ici, donc l'inspection, le frais de notaire, la taxe sur la prime d'assurance si c'est applicable et la taxe de bienvenue. Alors, c'est moins cher globalement que les frais de notaire qu'on peut avoir en Europe, puisqu'on parle de 8 à 9%. Mais à l'intérieur de ce 2%-là, donc on va retrouver ces différents éléments et ils ne sont pas finançables. Donc, c'est vraiment important de le garder en ligne de compte parce que quand je parle d'apport, ça exclut ce montant-là. Donc, vous allez devoir les sortir à un moment donné, en plus de l'apport que vous avez prévu de mettre. Alors, je passe rapidement là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il existe des programmes qui vous permettent de faciliter l'accès à la propriété. Donc, j'en ai mentionné 4 ici. Souvent, il peut y avoir de la confusion sur le fait que ces programmes-là sont disponibles pour ce qu'on appelle les résidents. Quand on parle de résident, on parle de résident fiscal. Donc, ça veut dire que si vous déclarez vos impôts au Canada, vous êtes éligible à bénéficier de ces différents programmes. Si vous voulez en savoir un peu plus pour spécifiquement si vous cochez les autres cases, alors à ce moment-là, vous pouvez nous contacter et on vous dira si vous rentrez dans les cases d'éligibilité de ces différents programmes-là. Alors, la cote de crédit, j'en parle brièvement, c'est un peu, c'est pas super glamour, mais c'est essentiel. Quand vous arrivez en Amérique du Nord, vous allez devoir construire votre bureau de crédit et donc avoir la meilleure cote de crédit possible va vous permettre de maximiser les conditions que vous allez avoir associées à votre prêt. Donc, avoir un plus grand choix de prêteurs, avoir un meilleur taux et avoir la meilleure capacité d'emprunt. Donc, souvent, les gens qui arrivent au Canada vont dire « Ah, mais oui, mais ma cote de crédit n'est pas bonne, c'est parce que je ne suis pas là depuis longtemps. » C'est pas vrai.
quand vous arrivez, votre cote de crédit, elle est automatiquement setée à 720, qui est très bien. Si votre cote est en deçà de 720, ça signifie que vous avez dû avoir un comportement que l'algorithme n'a pas aimé et qui vous a fait baisser votre cote. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre comment l'algorithme fonctionne pour maximiser le plus possible votre cote de crédit et ne pas vous retrouver là-dedans. Alors, les erreurs les plus courantes que je vois souvent, c'est d'utiliser sa carte de crédit comme une carte de débit. Donc, j'ai une carte, par exemple, avec une limite de 1 000 $. Je vais dépenser 900 $ sur ma carte avant de la rembourser. Je l'ai remboursée dans les temps, tout est bon. Non, c'est pas bon. L'algorithme, lui, n'aime pas que je dépasse 30% de la limite. Donc, si je dépasse à n'importe quel moment que ce soit 300 $ sur ma carte qui a une limite de 1000, ça va décoter. Donc, ça, c'est vraiment hyper important de le savoir. Si j'ai pas de crédit, pas de carte de crédit, pas de ligne téléphonique, etc., ben non, là, j'ai pas d'historique. C'est pareil, la banque va pas aimer ça. Comment est-ce qu'elle va faire pour savoir que tu es un bon payeur? Elle a besoin de savoir comment est-ce que tu te comportes sur cet organisme-là. Ouvrir et fermer plusieurs cartes de crédit. Ah, bah, je suis arrivée il y a 2 ans, j'avais ouvert une carte avec la Banque des Jardins. Finalement, j'ouvre un autre compte bancaire à la Banque TD, donc je ferme ma carte chez Desjardins. Non, hyper important, quand on a un historique, il faut conserver cet historique le plus possible. Ce qui me rapporte le plus de points, ce sont les lignes de crédit qui sont actives depuis longtemps. Si vous ouvrez votre deuxième compte bancaire, gardez votre carte de crédit sur la première banque. Alors Audrey, Prendre une crème. Vas-y. juste un mot, ouais, juste Oui. un mot. D'abord pour le sourire, on va inviter tous ceux qui nous suivent à ne jamais fermer une carte de crédit de la Banque des Jardins parce qu'ils sont partenaires de Maudit Français. Mais la deuxième chose, En c'est que plus. quand on fait une demande de prêt et qu'on s'adresse par ton intermédiaire à plusieurs organismes, à chaque fois qu'on fait une demande, ça impacte. Alors, est-ce que si on fait 5, 10, 15 demandes, ça a une vraie incidence sur la cote de crédit? Alors, c'est un très bon point et tu vois, c'est le dernier point que j'ai là-dedans. Faire de multiples demandes de crédit dans plusieurs institutions. Si moi, je décide d'aller faire un prêt hypothécaire et que je vais chez différents partenaires bancaires, à chaque fois, il va y avoir une interrogation qui va être faite. Il y a eu une communication de Equifax il y a quelque temps qui disait qu'ils avaient mis en place un phénomène de dédoublonnage, qui veut dire que si jamais je fais une même demande dans un laps de temps de 30 jours, ça ne va pas compter comme multiples demandes. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que chaque fois que je vais dans une banque, le conseiller doit indiquer un code associé à la demande. Et ce code-là, si c'est le même code d'une banque à l'autre, alors oui, le dédoublonnage fonctionne. Mais la plupart du temps, ce n'est pas forcément le même code qui va être utilisé. Et donc là, le dédoublonnage ne fonctionne pas. Donc, c'est mieux effectivement de passer par un courtier hypothécaire pour cette raison-là, parce qu'on évite ce phénomène. On va avoir juste une demande qui va être faite, puisqu'on va vraiment cibler tout de suite les meilleurs partenaires et les meilleurs prêteurs, et donc on va avoir beaucoup moins d'interrogations qui vont être faites. J'en profite pour mentionner juste un autre point qui est hyper important, qui est une autre erreur commune, c'est de prendre une carte de crédit d'un magasin comme Canadian Tire ou Best Buy. Ces cartes de crédit-là, juste le fait de les ouvrir, ça vient décoter la cote parce que l'algorithme part du principe que si j'ai été obligée d'ouvrir cette carte, c'est que je n'ai pas été autorisée dans une banque standard. Donc, juste le fait de la détenir, ça vient faire baisser la cote. Et si jamais pour X ou Y raison, on a une cote de crédit qui est basse ou qui est pas terrible, est-ce qu'on est fichu? Est-ce que y a pas, c'est pas récupérable ou est-ce qu'on peut arriver comme dans un laps de temps relativement correct à récupérer notre score de crédit plus intéressant? Alors évidemment, ça dépend de la situation, hein. Chaque situation est unique. Il y a plusieurs erreurs comme celle que je viens de mentionner qui sont facilement rattrapables. Le mieux, c'est que vous nous contactiez. On va vous faire télécharger votre bureau de crédit sans frais et sans impact. Et on va l'étudier ensemble et on va vous faire des recommandations pour rétablir la situation. Alors,
je vais passer rapidement sur ce graphique-là parce que bon, il est un peu complexe, mais c'est vraiment juste pour que vous ayez une idée de comment les taux se sont comportés dans les dernières années. En bleu, ce sont les taux fixes moyens offerts par les banques à charte. Alors, les banques à charte sont les banques qui ont des succursales, donc par opposition aux banques dites virtuelles. En marron, vous avez les taux variables moyens offerts par les banques à charte. Et en gris, vous avez les taux directeurs. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que avant les années 2008, les taux étaient quand même très élevés, hein, beaucoup plus élevés que même ce qu'on peut voir encore aujourd'hui. En 2008, on a eu la crise des subprimes, donc les taux se sont cassés la figure et ils ont donc vraiment baissé très, très fort. Puis après, on a atteint un certain plateau dans les années 2010, 2015, où on avait ensuite réaugmenté un petit peu dans les années 2017-2019 jusqu'au moment de la Covid. Et donc là, au moment de la Covid, les taux se sont tous retrouvés à des taux planchers qui, historiquement, n'avaient jamais été aussi bas, à part dans la crise des subprimes. Souvent, on va faire cette comparaison d'ailleurs entre la Covid et la crise des subprimes, mais il y a vraiment une grosse différence entre les deux, c'est que l'économie ne s'est pas du tout comportée de la même façon. Le taux de chômage, l'inflation ne s'est pas comporté du tout de la même façon, donc on ne peut pas comparer la façon dont les taux vont se récupérer derrière entre maintenant et la crise des subprimes. On le voit d'ailleurs assez bien avec ce qui s'est passé donc, en 2021-2022 quand les taux ont vraiment augmenté beaucoup. Ce qu'on peut se dire, c'est que les taux ne vont pas rester aussi élevés que les taux qu'on avait dans les années 90 parce que ça, c'est aussi autre chose. Les gens disent, mais oui, mais dans les années 90, on avait des taux beaucoup plus élevés. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas retourner à ces taux-là? Certes, mais l'économie n'était pas du tout la même, le prix des propriétés moyennes n'était pas du tout les mêmes. L'économie aujourd'hui ne serait pas en capacité de supporter ce type de taux-là. Donc, on va revenir à des taux plus bas que ceux qui sont aujourd'hui. Le taux objectif, comme je disais tout à l'heure, en 2025-2026, ça va être 4% dans les prix, dans les taux moyens fixes affichés par les banques à charte. Donc, qui va être finalement un taux qui sera légèrement supérieur au taux plancher qu'on avait pré-Covid, où on tournait plus autour de 3, 3,5. Donc, on s'attend à avoir un taux un petit peu plus élevé que ce qu'on avait avant, mais on ne retournera pas au taux plancher qu'on avait, qui était autour de 2%. Cette slide-là, je vais vraiment passer rapidement. C'est juste pour vous dire qu'on a mis en place une infographie avec les différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour le processus d'achat. Si ça vous intéresse, juste à nous contacter et on pourra vous envoyer le document PDF, ça va nous faire plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Non, absolument pas. D'ailleurs, on a des messages de personnes qui nous disent qu'elles doivent partir parce qu'on arrive au terme de ce D'accord. webinaire en même temps, qui vous remercient pour l'information. Je cite, je lis, très détaillé et très informatif, donc magnifique. Est-ce que vous pensez que l'on peut répondre malgré tout à deux, trois questions rapidement? On l'attend ensemble? Moi, c'est bon. Moi, sans aucun Parfait. Et en problème. même temps, on va laisser cette slide quelques minutes pour que vous puissiez prendre en photo déjà la slide ou directement entrer en contact sur les QR codes de Guillaume et d'Audrey. Alors, question, pouvons-nous acheter depuis la France? Alors, oui et non. Ça dépend du permis que vous allez avoir. Si vous avez déjà Merci, un permis, merci. Question suivante. Non, je plaisante. ok. Oui et non, merci. Non, non, on t'écoute. Non, ça va dépendre du statut d'immigration. Donc, il va falloir savoir si vous avez déjà un statut valide en cours pour pouvoir savoir si la loi va s'appliquer à vous. Petit rappel, la loi est censée s'arrêter au 31 décembre 2024. Vaut-il mieux louer avant d'acheter? Alors, c'est une question intéressante parce que ça me permet aussi, finalement, on a parlé de la possibilité d'acheter depuis la France, mais il y a des gens qui se posent aussi cette question d'acheter avant d'arriver. Et donc, l'autre question qui est fréquemment posée, c'est vaut-il mieux louer avant d'acheter?
Là, encore une fois, j'ai pas de réponse spécifique à donner. Ça va dépendre beaucoup du projet des gens, de leur capacité d'achat et puis de leur connaissance du pays. C'est sûr que quand vous arrivez d'un pays étranger puis que vous venez au Québec, soit vous connaissez très bien le pays, puis dans ce cas-là, vous avez une bonne vision des quartiers, vous avez une bonne vision du mode de vie. Mais dans le cas contraire, ça peut être beaucoup plus compliqué pour vous. Parce que l'urbanisme n'est pas du tout la même chose. Les différences entre l'hiver et l'été ne sont pas du tout les mêmes, donc on peut se faire une idée qui est une fausse idée. Si on achète tout de suite, on l'a vu avec Audrey, en général, on va être un petit peu plus bloqué, que ce soit au niveau de son prêt immobilier ou même tout simplement parce qu'on a fait un achat qui implique des coûts, et donc c'est une dépense importante. Donc, parfois, les gens vont quand même être plus à l'aise de louer, même si c'est pour une courte période, de la location courte durée, comme 2, 3 mois, avant de vraiment acheter. Alors, sachant qu'en plus, en ce moment, on est dans un déficit de biens, donc on va retrouver peu de biens présents sur le marché, ce qui fait que le panel de choix est pas énorme. Donc, ça peut mettre un petit peu plus de temps avant de trouver quelque chose qui nous plaît. Dernier point, il faut faire aussi attention parce que si on décide de louer, par contre, et qu'on ne veut pas se lancer dans la location courte durée, type Airbnb, et qu'on prend un vrai bail de location, ici, les baux sont en général signés pour un an, ce qui fait que vous êtes engagé pour un an auprès de votre propriétaire et donc vous vous engagez à rester au minimum un an. Si vous souhaitez partir en cours de route, bah, soit il va falloir vous trouver un accord financier avec votre propriétaire, soit il va falloir trouver quelqu'un à qui vous allez céder votre bail. Donc, c'est pas du tout infaisable. Moi, j'ai plein de clients même encore récemment qui ont fait ça, qui étaient en location puis qui ont cédé leur bail. Mais c'est juste que c'est des étapes en plus, puis c'est à avoir en tête dans son projet. Mhm. J'avais noté dans ta présentation en tout début de webinaire, Guillaume, que tu as dit, tu n'as pas dit je vis au Canada depuis 7 ans, tu as dit je viens de passer mon 7e hiver. Il y avait une notion comme ça d'avoir surmonté 7 hivers. Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières à anticiper avec l'hiver? Alors oui, je dirais que c'est soit très vrai si vous vivez dans un milieu extrêmement urbain comme Montréal. Par exemple, Montréal, si vous n'avez pas de stationnement, que vous stationnez dans la rue, va falloir vous acheter une pelle. Parce que à Montréal, les neigeuses, elles passent, elles mettent la neige sur les côtés. Sur les côtés, il y a les voitures qui sont stationnées. Ça peut faire des bancs de neige qui dépassent plus d'1 mètre de haut dans certains cas. Donc le matin, vous allez sortir une demi-heure avant de vous rendre à votre travail pour pelleter, pour pouvoir dégager la neige et sortir votre auto. Donc déjà, si Mhm. vous n'êtes pas prêt à ça, il va falloir que dans votre projet immobilier, vous prévoyez d'avoir un stationnement, plutôt un stationnement intérieur en plus. Ce qui vient complexifier les choses. L'autre problématique, alors moi par exemple qui vis en banlieue montréalaise dans une zone pavillonnaire, j'ai moins ce problème-là parce qu'on a des déneigeurs qui viennent facilement, on a des structures qui permettent de ne pas avoir ce type de problème. Mais vous aurez ce problème-là si vous vivez vraiment loin, dans le bois, comme on dirait au Québec. Où là, vous allez avoir des frais pour le déneigement, vous allez avoir vous à déneiger ou alors à prendre des gens en plus pour déneiger autour de votre maison pour accéder. Ça peut être un coût supplémentaire ou une problématique supplémentaire. Ouais. Que se passe-t-il à l'échéance du terme hypothécaire? Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais en gros, la banque va vous faire une offre, sauf si vous avez été mauvais payeur, mais généralement, ce n'est pas le cas. La banque va vous faire une offre de conditions pour renouveler votre prêt. Donc, elle va vous proposer différentes options avec les différents taux disponibles. En parallèle de ça, moi ou une personne de mon équipe, donc on va comparer ce que la banque vous a offert avec ce que les autres banques offrent et on va regarder si c'est plus intéressant pour vous de rester avec votre créancier actuel ou si c'est plus intéressant de transférer chez un autre prêteur. Évidemment, on va prendre en considération tous les aspects, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des frais de notaire, est-ce qu'il y a d'autres types de frais dans le fait de transférer ou pas. Et donc, à ce moment-là, on va faire une recommandation sur les prochaines étapes. Je suis québécoise, nous écrit cette personne. Je vis aux États-Unis. Comment est-ce que ma demande d'hypothèque peut se faire approuver si mon salaire vient des US? Est-ce que ça veut dire que je dois avoir le montant en argent comptant? Comment approcher ce problème? Alors, tout dépend de ce que vous décidez d'acheter. Si vous décidez d'acheter une résidence principale ou une résidence secondaire ou une résidence locative, donc on va considérer les choses de façon différente. Vous êtes exempté de la loi puisque vous avez la citoyenneté, mais de manière générale, on a un accord spécifique pour les revenus qui viennent des US. Donc, c'est beaucoup plus facile, par exemple, de faire approuver un dossier avec quelqu'un qui touche des revenus des US que quelqu'un qui touche des revenus de France, par exemple.
Donc, oui, il y a tout à fait la possibilité de faire quelque chose. Et on peut avoir ce qu'on appelle la préqualification si on n'a pas ces Oui, revenus directement. ouais, tout à fait. Donc, juste nous contacter et puis on va être capable de regarder ça ensemble. Que se passe-t-il si je revends en tant que temporaire? Alors, si on revend en tant que temporaire, il faut faire attention à plusieurs éléments. Si je revends en tant que temporaire et que je suis dans la situation où je quitte le pays, ça n'est pas Mhm. la même chose que si je suis temporaire, que je revends et que je reste au pays. Attention, là encore, il faut contre-valider avec le notaire qui vous suit, car tous les notaires n'appliquent pas la même lecture de la loi quant à ce qu'il se passe après. Des fois, on va avoir la situation où si j'ai revendu et que je suis temporaire, alors mon net vendeur, attention, pas le prix de vente, le net vendeur, il va y avoir une retenue de 35% par le notaire, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas la preuve que les impôts sont payés. Ça, normalement, c'est si je quitte le territoire. Si je reste au Canada, en théorie, il n'y a pas de retenue. Et on a deux dernières questions de retardataires. C'est Quentin qui nous dit ça a peut-être été déjà répondu, mais si un courtier hypothécaire est gratuit, comment le courtier se paye-t-il au final? Oui, alors je l'avais mentionné tout à l'heure, effectivement, en début de conversation. En fait, le courtier hypothécaire est rémunéré à la commission par le créancier avec lequel vous faites affaire par notre intermédiaire. Donc, on touche une commission, laquelle n'est pas répercutée sur l'acheteur. J'insiste là-dessus parce que des fois, on peut se dire, ah, mais je vais le payer quelque part. Non, vous n'êtes pas, ça n'est pas répercuté chez vous. Et alors, on peut se dire pourquoi? Mais tout simplement parce que la banque nous voit comme des apporteurs d'affaires indépendants qui leur font sauver des ressources humaines et du temps et donc de l'argent. Donc, c'est plus rentable pour eux de nous payer une commission que de payer une ressource à temps plein qui va faire aussi bien des dossiers qui ne qualifient pas que des dossiers qui qualifient. Mhm. Philippe nous pose une question intéressante. Si nous avons déjà un contrat de location, ok, et on a une option d'achat, est-ce que ça vaut la peine de contacter un courtier immobilier avant d'acheter la propriété, de passer de son statut de locataire à propriétaire? Alors, normalement, s'ils ont un contrat de location avec option d'achat, ils ont déjà tous les termes qui sont définis au sein de leur contrat. Donc, a priori, il aurait fallu surtout qu'ils aient un courtier au moment où ils aient pris Ouais, d'accord. ce type de contrat-là, en fait. C'est plus ça. Parce que maintenant, vu qu'ils sont contractualisés, il n'y a pas grand-chose qu'un courtier peut faire. Un courtier, lui, il est actif entre le moment de la recherche et le moment de la finalisation, la signature du contrat en fait, la finalisation des conditions qui sont prévues au contrat. Voilà. Donc ça Mhm. s'arrêtera le jour du notaire en général, mais bien avant ça, en fait, c'est juste du suivi. Une fois que les conditions sont levées, on considère déjà que les choses sont entérinées. Oh, on En est bien revanche, d'accord en termes de. pardon, Pardon? ok. Philippe vous dit merci beaucoup au passage pour la réponse. Je t'en prie, Audrey, tu voulais rajouter quelque Oui, chose? je voulais rajouter, en revanche, c'est intéressant pour cette personne de contacter un courtier hypothécaire qui, lui, va s'assurer que les conditions de la LOA respectent les conditions avec lesquelles un prêteur va accorder un prêt. Parce qu'une LOA, c'est vraiment très spécifique versus un achat standard. Et donc, il peut y avoir des conditions sur lesquelles il faut faire attention. Donc, le plus tôt, je vous conseille de contacter le plus tôt possible un courtier hypothécaire qui va pouvoir vérifier ça. On est bien d'accord, les termes appartement et condo au Québec, il n'y a pas de différence? C'est la même chose? Disons que appartement, on le voit pas souvent. En fait, si on prend les standards nord-américains, Mhm. condo, c'est une unité, ce serait comme un appartement en France, c'est-à-dire une unité qui est à vendre, une unité d'une copropriété qui est à vendre. Appartement, c'est plutôt en général une unité qui est à louer. C'est souvent ça qu'on voit en Amérique du Nord. Ça vient un peu des États-Unis. On retrouve aussi le terme appartement aux États-Unis. Et en général, ça désigne plutôt une unité à louer. Donc ici au Québec, on utilise quasiment tout le temps condo. Parfait. On va arrêter le partage d'écran pour vous dire tout simplement au revoir et pour vous remercier. Ouais, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait 1h15 que nous parlons et Oh, avec waouh! beaucoup de questions. Ouais, non, mais ça a été très riche et très intéressant. Donc, merci à tous ceux qui étaient avec nous en direct live et puis tous ceux qui visionneront ce webinaire en replay.
On vous donne rendez-vous très bientôt sur Maudit Français. Bien entendu, si vous avez des questions, vous entrez à présent directement en contact avec Guillaume et Audrey. Et je suis très content qu'on ait identifié pour vous deux professionnels qui vont pouvoir vous accompagner pour concrétiser votre rêve. À vous deux, merci beaucoup Merci et à beaucoup. bientôt. Merci.